Merci. Effectivement, mon sujet a déjà été pas mal introduit, d'une part par le marché et également par la technologie. L'idée de mon exposé, c'est de vous montrer ce que l'on fait et quels sont un peu l'environnement dans lequel on doit se projeter. Alors, je vais commencer par quelque chose qui peut penser, vous pouvez penser peut-être être des rappels, mais je crois que dans l'industrie dans laquelle nous sommes, nous investissons sur le long terme, et donc il faut avoir une idée, il faut se faire, parce qu'avoir c'est un peu compliqué, mais se faire une idée claire de quel sera notre environnement économique demain et quelle sera la place de nos produits. Alors, vous avez sur ce slide un peu compliqué un certain nombre de colonnes, et vous voyez notamment 2030 AIE New Policy et le 450. Vous avez également indiqué en haut. Alors, il y a différents scénarios que vous avez vus brièvement précédemment, qui sont le scénario d'abord AIE New Policy, qui n'est pas le business as usual, hein, qui est ce qui va se passer avec les réglementations telles qu'elles sont telles qu'elles sont prévues de s'installer aujourd'hui. Ce scénario conduit à une demande globale qui continue à augmenter, conduit également à un réchauffement climatique de 3,5 degrés et conduit à 75% de fossiles en 2030. Vous voyez également dans ce AIE New Policy que la seule énergie fossile qui croisse en pourcentage par rapport à 2005, c'est le gaz. Je sais bien, vous l'avez dit, Total milite pour un prix du CO2. On est persuadé que le gaz, de par son efficacité énergétique lorsqu'il est utilisé pour faire de l'électricité, de par ses qualités intrinsèques, il y a simplement moins d'atomes de carbone, conduit à être une partie de la solution. On voit également dans ces différents scénarios que les énergies qui sont les énergies renouvelables sont en croissance forte. Si on prend l'énergie, ce qui est indiqué comme indique sur mon scénario, on a la même chose globalement, avec les engagements qui sont à 2,7 degrés. Et le scénario 450, qui est le dernier, et qui montre la baisse de la demande globale en énergie, continue à réserver une place au pétrole et au gaz, qui est une place non négligeable, même si dans ce scénario-là, en quantité, les énergies renouvelables croissent plus vite. La conclusion de ce slide, la conclusion que l'on a, c'est que même à horizon 2030 ou 2050, quel que soit le scénario retenu, le monde a besoin de toutes les énergies. Et je pense que c'est un élément important de la transition énergétique, un élément important à comprendre. Toutes les énergies sont présentes encore demain. Il est clair également qu'on estime que les énergies les moins intensives en CO2 continueront à croître plus rapidement et donc verront leur part de marché augmenter significativement. Le gaz, de par ses qualités, aura sans doute un rôle clé, de même que les renouvelables. Alors, simplement un mot sur ce que fait Total, ce qu'engage Total aujourd'hui. Promouvoir le gaz, on l'a dit, notre portefeuille est gazier, et plus de 50% de notre production en 2014. Faciliter l'accès aux énergies durables, développer les énergies renouvelables, dont le solaire. Quelque chose qu'on ne sait peut-être pas bien, c'est que Total est le numéro 2 avec SunPower du solaire photovoltaïque au monde. Soutenir les initiatives internationales, on l'a vu dans le cadre du Pacte mondial des Nations Unies, du Oil and Gas Climate Institute. On l'a vu également par les prises de position sur la demande d'avoir un prix du CO2, non pas un prix du CO2 mondial, mais un prix du CO2 dans le monde, partout dans le monde, de façon à se trouver bien sûr dans des contextes de concurrence qui soient des contextes de concurrence équitables. Donc ce que nous voyons dans ce panorama, c'est notre intervention, l'intervention du groupe dans le cadre de cette transition énergétique. Et le dernier pavé dont je parlerai un peu plus complètement dans la suite, c'est l'amélioration de l'efficacité énergétique. Alors je ne suis pas sûr qu'on fasse 20%, hein. Enfin, on en parlera dans la suite. Néanmoins, améliorer l'efficacité énergétique, c'est quelque chose que l'on fait et que l'on va continuer à faire.
Si on vient maintenant sur l'évolution de la demande, alors il y a deux scénarios, la New Policy et le 450, vous les voyez sur mon graphe, dans le monde et en Europe en particulier. On voit que la croissance de la consommation d'énergie, toute énergie confondue, se fait en Asie, Moyen-Orient, et notamment tirée par les charges pétro et les distillats. En parallèle, au niveau de l'OCDE, la demande pétrolière décroît. Et en Europe, en particulier en Europe, elle décroît et elle décroît relativement rapidement. C'est le cas aujourd'hui et c'est ce qu'on voit pour le futur. Il y a eu un petit rebond en 2015, vous l'avez signalé. Le rebond a eu lieu en Europe, mais c'était un petit rebond. Et on pense vraiment qu'on a quelque chose de totalement structurel. On le voit dans l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la consommation des véhicules terrestres. On le voit dans la progression des hybrides. On le voit dans un certain nombre de ces éléments. Donc on est clairement sur un trend de long de déclin de la consommation pétrolière en Europe, avec un focus particulier sur le fuel, mais j'allais dire le fuel c'est pratiquement déjà fait, et un focus particulier sur les essences, quelles que soient les évolutions de motorisation. Quelles sont les conséquences pour le raffinage? Le raffinage dans ce contexte, vous voyez les points rouges sur la carte du monde qui sont les projets de raffinage, c'est-à-dire les raffineries qui se construisent ou qui se modernisent, et les fermetures qui ont lieu en bleu depuis 2007. Il est clair que les zones où la consommation décroît, l'OCDE et l'Europe en particulier, mais également le Japon, vous voyez, ont vécu de nombreuses fermetures de capacités de raffinage. Entre 2015 et 2020, on a 1,5 million de barils jour de fermetures qui sont prévues, dont la transformation de la MED fait partie, mais pas seulement. Il y a la fermeture de la raffinerie de Colombey qui est annoncée, il y a un certain nombre de fermetures qui continuent à avoir lieu. En parallèle de ça, il y a également des fermetures au Japon, comme je disais, et quelques fermetures en Chine, mais c'est plutôt des fermetures de rationalisation, de teapots, comme on les appelle, c'est-à-dire de raffineries qui ne sont vraiment pas au goût du jour et qui voient du brut une fois de temps en temps. Donc il y a un certain assainissement du raffinage chinois qui est en train de se dérouler, avec en parallèle des constructions. Il y a également des constructions de raffineries qui ont démarré, Satorp pour Total en Arabie Saoudite et d'autres qui vont continuer à démarrer en Asie, au Moyen-Orient. Il n'y a pas un jour sans que l'on lise dans la presse qu'une nouvelle raffinerie est en projet quelque part. Alors on voit également que ce sont des raffineries qui se construisent sur les lieux de consommation ou sur les lieux de production de pétrole, mais très souvent adossées à des compagnies nationales qui cherchent par là à assurer leur production et leur sortie de brut sur le long terme. Donc croissance continue des capacités de raffinage, 8,6% sur la période en Asie, Moyen-Orient. En conclusion, on le voit dans la courbe, on va continuer à vivre dans les scénarios qu'on prend. Donc on ne prend pas le scénario 450. Je ne retiens pas dans ce que je vous présente là, le scénario 450. On voit une surcapacité de raffinage qui continue à exister et donc une rationalisation qui continuera à se passer en Europe et dans les pays OCDE de façon générale. Alors qu'en Chine, il y aura une croissance et au Moyen-Orient, il y a également une croissance pour notamment capturer la marge de raffinage. Voilà pour le contexte dans lequel nous évoluons. Donc je l'ai dit en commençant, un certain nombre de leviers sont à notre portée pour agir sur les émissions de CO2. La première qui est entre nos mains, c'est l'efficacité énergétique de nos outils. Le raffinage est une industrie, comme la pétrochimie, qui est très énergie-intensive. Et donc, nous avons cette responsabilité d'améliorer notre efficacité énergétique. Vous avez à gauche les données Solomon, qui montrent que la position, en termes d'efficacité énergétique, du raffinage dans les différentes parties du monde. Vous voyez que l'Europe de l'Ouest,
l'ensemble des activités dont les responsabilités sont, est de façon claire, de toutes les régions du monde, la plus efficace énergétiquement. Notre raffinage est le plus efficace énergétiquement, bien loin devant les USA ou le Canada. Vous voyez également sur la droite la part d'énergie. Alors vous avez dit 50, je dis 40, mais ça dépend en fait, puisque c'est de l'argent tout ça, donc ça dépend du cours du brut et on se réconcilie puisque j'ai pris un baril à 50. Donc l'énergie, la consommation d'énergie dans nos sites est quelque chose d'important. Et vous voyez que des efforts extrêmement importants ont été faits dans les différentes... en Europe notamment, sous l'influence de réglementations contraignantes, bien sûr, mais également pour faire face économiquement à des prix élevés des matières premières. Alors l'efficacité énergétique, en fait, quand on observe ce qui se passe en Europe de l'Ouest, on progresse en efficacité énergétique de deux façons. D'une part, en améliorant et en investissant dans nos installations, mais également en rationalisant. Quand on rationalise, bien souvent, on se trouve sur des raffineries simples et des raffineries qui ont été construites il y a longtemps et qui sont peu efficaces énergétiquement. Donc on va avoir une réduction qui va se faire par sélection naturelle, j'allais dire. Les raffineries plus efficaces vont durer plus longtemps. Mais vous voyez que le trend de bleu clair ne suit pas le trend de bleu foncé. Parce qu'en même temps, nous sommes dans quelque chose qui est un peu contradictoire, parce que les normes qui améliorent les carburants, les normes en soufre, les normes en NOx, les normes sur nos installations, vont nous amener à construire des installations qui sont des installations de conversion, des installations qui sont plus consommatrices d'énergie à la tonne. Donc, on se trouve devant quelque chose de contradictoire entre moins de CO2 en étant plus efficace et en même temps, pour préserver l'environnement et faire des produits qui sont des produits plus propres, plus de consommation de CO2 par unité traitée. Quel est le résultat pour ce qu'on a fait chez Total? Vous avez là l'évolution de l'indice d'efficacité énergétique de nos sites. Vous voyez qu'on baisse globalement d'1% par an. Alors cet 1% par an, bien sûr, il est lié à des fermetures de sites, mais il est lié également à des investissements extrêmement importants qui ont été faits sur nos sites. RN 2012, alors ça dit quelque chose pour les gens qui sont à Total. Vous savez qu'on a une raffinerie en Normandie sur laquelle on a fait un revamp, une modification extrêmement importante, dont un des objectifs, en baissant la quantité de brut traité, était d'améliorer son efficacité énergétique. Et là, effectivement, on peut gagner beaucoup sur des revamps extrêmement importants. Mais nous avons également des raffineries, notamment aux Pays-Bas, qui sont parmi les meilleures des raffineries européennes. Donc, et dernier point sur l'efficacité énergétique, le taux d'utilisation est extrêmement important. Donc si on a un taux d'utilisation important dans nos sites, on améliore aussi l'efficacité énergétique. Vous voyez qu'on n'est pas resté, j'allais dire, les deux pieds dans le même sabot et que l'efficacité énergétique de nos sites progresse à bonne vitesse. Pour terminer ce panorama global, et je vais aller très vite pour parler des éléments relatifs au carbone. Je crois qu'on a un véritable enjeu en Europe. On a vu que par des raisons de marché, les rationalisations se poursuivent et contribuent au respect à la baisse des émissions CO2. Mais aujourd'hui, quand on observe la carte du monde, on s'aperçoit que seul un petit nombre de pays sont soumis à des règles de contrôle du CO2 d'une façon ou d'une autre, et qu'un grand nombre de pays ne le sont pas, introduisant en ça un écart de compétitivité qui existe et qui amène à ce que l'import de distillats, par exemple en Europe, continue à augmenter de façon claire. Et venant évidemment de pays qui ne sont pas soumis aux mêmes réglementations. Si on avance un petit peu, et c'est peut-être mon seul message à l'Europe, vous savez qu'on a un certain nombre d'industries, dont l'industrie du raffinage, qui sont soumises à l'ETS. Ces secteurs soumis à l'ETS, lorsqu'ils sont sensibles aux fuites carbone, c'est-à-dire lorsqu'on ne peut pas transmettre le coût du carbone au consommateur final, se voient allouer un certain nombre de quotas gratuits.
On ne peut pas, à l'évidence, dans le raffinage, transmettre le prix du CO2 au consommateur final dans la mesure où le marché est ouvert et dans la mesure où les logistiques européennes permettent d'importer tous les produits que l'on veut. Et donc nous sommes allocataires d'un certain nombre de quotas gratuits, comme d'autres industries, la métallurgie, le ciment, la chimie de base, les engrais, etc. Et sur ce slide, nous montrons que le raffinage reste exposé pour 20% à des quotas qu'il doit acheter et donc au prix du CO2. Alors tous ces efforts d'économie d'énergie, d'amélioration de notre efficacité énergétique, on les fait peser sur quoi? Alors vous avez sur ce schéma les règles, l'émission de carbone en Europe, ETS et non ETS. Vous voyez qu'on a à peu près la moitié de l'émission qui est soumise à ETS. Et dans cette moitié, l'essentiel, donc le transport n'est pas soumis à ETS, par exemple. Parmi les secteurs soumis à l'ETS, l'électricité est de loin le plus important. Il figure parmi les industries qui consomment beaucoup, mais son levier d'amélioration est relativement modeste. Donc vous voyez ce que l'on vise par notre amélioration d'efficacité dont on parle en pourcent, c'est 7% des émissions du CO2 européen. Donc l'action directe du raffineur sur la réduction du CO2, de par son activité, c'est quelques pourcents du 7%. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. Économiquement, c'est intéressant. Et de façon claire, les réglementations nous y incitent largement. Ce que nous pouvons faire, par contre, c'est que, comme 80% des émissions de CO2 liées au pétrole et au gaz sont émises par les consommateurs finaux, l'industrie du raffinage qui se trouve en amont des activités telles que la pétrochimie et la chimie est génératrice indirectement d'amélioration de performance énergétique. Par exemple, les carburants, on développe, Total a développé, mais d'autres compagnies ont développé des carburants qui s'appellent Exceltium. Ces carburants Exceltium permettent des réductions de consommation de 1,1% pour les essences, 2,7% de réduction des émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie pour les diesels. Et le gain est même de 4,4% pour l'Excellium Truck qu'on est en train de développer. Donc il y a des voies, en travaillant sur le produit, en étant à l'écoute de nos clients et en additivant correctement nos produits, pour réduire la consommation de CO2. Nous avons également, et là je déborde un petit peu de l'aspect strictement raffinage, pour parler de la pétrochimie, nous développons des polymères qui doivent et qui contribuent tous les jours à la réduction du poids des automobiles, par exemple. Nous avons des polymères de qualité qui permettent de réduire le poids des automobiles. À titre d'exemple, une Volkswagen Golf contenait... Volkswagen, c'est pas un bon exemple, si. C'est un bon exemple quand même. Volkswagen Golf qui contenait 40 kg de polypropylène dans les années 90, on contient aujourd'hui 80. On a des produits à partir du raffinage, à partir de la pétrochimie, qui permettent de respecter d'une part des impératifs d'allègement, mais également de recyclabilité. Je pense que ce sont des éléments qui sont également importants. Nous sommes capables également de développer, au travers de nos chimies qui sont plus de spécialité, des additifs qui permettent d'améliorer les qualités de friction des pneumatiques et améliorer l'efficacité énergétique des automobiles. Donc voilà, amélioration de l'efficacité énergétique de nos outils propres, mais également, et je crois encore plus important, notre capacité à proposer des solutions innovantes pour réduire le poids des véhicules et améliorer l'efficacité énergétique de nos clients. Maintenant, parlons des énergies que l'on voit se développer, et notamment le biodiesel. Alors, on a parlé du biodiesel, on a parlé du biojet. Il est clair que ce sont des marchés qui sont en croissance en Europe et en France. Le biodiesel, parce que le diesel est le carburant de transport le plus transporté, est clairement le produit qui croît le plus vite.
Donc, selon la législation européenne, ces biocarburants doivent réduire les gaz à effet de serre de 35% aujourd'hui, de 50% en 2017, ça a déjà été dit. Et on voit, au travers des projections qui sont faites, qu'on va se trouver dans un marché croissant. Aujourd'hui, quelle est la situation en France? Nous importons en France environ 600 000 tonnes de biodiesel déjà aujourd'hui. Dans la mesure où la demande de biodiesel augmente globalement jusqu'à 10%, on voit bien qu'il y a un sujet, à défaut d'être économique, au moins un sujet de marché pour faire des choses. Et Total, qui est le premier distributeur de biodiesel en Europe, au travers de son marketing, veut s'intégrer et acquérir la capacité de devenir un industriel du bioraffinage. Et nous avons annoncé au printemps la création, par la transformation de la raffinerie de la Mède, d'une bioraffinerie sur la base du procédé Axens, on en a déjà parlé, qui permettra de fournir 500 000 tonnes par an de biodiesel ou de biojet. Aujourd'hui, c'est plutôt du biodiesel parce que le marché est là, mais également d'autres charges pour la pétrochimie, puisqu'on produira du propane, qui sera du biopropane, bionafta, un certain nombre d'autres éléments qu'on pourra faire entrer dans notre pétrochimie. Et la charge, notre volonté, c'est de faire en priorité du 2G. Nous avons fixé à 40% notre taux de 2G. Et le complément seront... Alors le 2G, c'est des huiles de récupération, c'est des résidus acides de distillation d'huile, mais également des huiles de colza ou des huiles végétales diverses seront traitées dans cette usine. Le début de la construction, c'est début 2017 et le démarrage, c'est dans l'année 2017, plutôt plus proche de la fin de l'année 2017. Ça, c'est cette unité de biodiesel, c'est aujourd'hui. Demain, alors il y a un projet qui s'appelle BiotiFuel, avec lequel on est en partenariat à nouveau avec l'IFPEN, mais pas seulement avec le CEA, avec Avril également et ThyssenKrupp, qui est un projet que l'on développe sur 2 sites, et qui est un projet de torréfaction de masse lignocellulosique, puis de Fischer-Tropsch. C'est 180 millions d'euros d'investissement, donc ce n'est pas tout à fait un pilote de poche, ce n'est pas tout à fait des sommes d'argent qui sont négligeables. Total en apporte 45%, et 110 millions seront investis sur le site des Flandres Total, et l'autre partie à Compiègne pour la partie torréfaction. C'est quelque chose qui se fait en 2 parties. Donc notre présence, on l'a aujourd'hui sur les biocarburants qui marchent et qui sont en voie industrielle, mais on l'a également demain sur cette voie de R&D et sur ce pilote décidément imposant. J'y suis allé il y a une semaine, je peux vous dire que ce n'est pas du tout petit pilote. En résumé, on le voit sur ce site, nous sommes un leader européen du raffinage, mais également de la pétrochimie. C'est pour ça que je vous ai parlé de polymères. Donc, optimisation des charges, pour nous, ça veut dire l'utilisation de biomasse. Et franchement, quand on a un projet comme le projet de la Mède aujourd'hui, qu'on travaille autour, parce que ce n'est pas un projet unique, qu'on travaille autour, on s'aperçoit qu'on a des voies de traitement de biomasse extrêmement importantes, également dans nos installations existantes, et on va continuer à avancer dans cette voie. La valorisation de nos sites, l'efficacité énergétique, je vous en ai parlé. L'efficacité énergétique, ça reste quelque chose que l'on voit comme important pour le futur et dans lequel on investit régulièrement. Enfin, également et important, la création de produits innovants qui permettent à nos clients de réduire eux-mêmes leur consommation énergétique. Et puis, enfin, des voies qui sont sans doute un peu plus prospectives et dont j'ai parlé brièvement. La 2G avec le Fischer-Tropsch. Gérer la fin de vie des plastiques, ça c'est aujourd'hui. Et puis des voies de recherche qu'on n'abandonne pas tout à fait, même si aujourd'hui on n'y est pas tout à fait. C'est le stockage de CO2, vous savez qu'on a des pilotes, c'est la conversion du CO2. Mais décidément, ce CO2 n'est pas une molécule facile à activer. Voilà, on essaie d'avancer. On est, je crois, une industrie mature, c'est sûr. Nos marchés se réduisent.
mais on ne manque pas d'énergie et pas d'inventivité. Merci à vous.